Tout de suite, le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, sur la médiation de l'Angola, Kinshasa et Kigali s'accordent pour créer des conditions de dialogue et consultation pour résoudre la crise qui n'a que trop duré dans la partie est du pays. Un communiqué final a été rendu public à la clôture des travaux de la commission mixte RDC-Rwanda. Et puis, dans la province du Nord Kivu, les opérateurs économiques ont décidé de lever leur grève suite à l'insécurité grandissante. Ils vont reprendre avec leur importation et exportation sur l'axe routier Beni-Kasindi. Des patrouilles mixtes FRDC Police sont organisées au poste frontalier pour assurer leur sécurité. Bienvenue dans ce journal. En prélude du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC qui va se tenir au mois d'août prochain ici à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale et président du Forum parlementaire de la SADC a fait un plaidoyer auprès du président du Seychelles pour l'adoption de la constitution amendée par le Forum parlementaire du Parlement régional. Ensuite, Christophe Mbosso a reçu le docteur Mouyembe venu plaider pour une possibilité de faire émerger l'INRB. Sylvie Mwembo pour le reportage. Le président séchellois Wavel Ramkalawan de la transformation du forum parlementaire de la SADC en parlement régional fait du chemin avec le plaidoyer qui s'est approprié le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Diapwanga. Discuté lors des travaux de la 51e sommet du Forum parlementaire tenu à Lilongwe au Malawi, cette demande permettra à la SADC de rattraper son retard en termes de l'existence dans son espace du Parlement régional. Les 4 régions de l'Afrique ont des parlements régionaux, sauf la SADC, qui n'en avait pas. Et grâce à votre intervention, à celle de vos collègues, le Forum parlementaire de la SADC deviendra un parlement régional, ce qui fait que le Parlement panafricain aura 5 parlements régionaux. Lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui se tiendra au mois d'août prochain à Kinshasa, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, devra s'investir pour convaincre ses collègues d'adopter la constitution amendée pour que le Parlement régional devienne une réalité. Au regard des objectifs de la jeune Académie des sciences de la République démocratique du Congo en place depuis le 26 mars 2021, son fonctionnement doit largement bénéficier de l'appui financier du gouvernement. La question a été soulevée lors de la rencontre du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Diapwanga, et une délégation de cette institution conduite par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la cellule multisectorielle de lutte contre la pandémie de Covid-19 et directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale. Il est donc souhaitable que cet organe soit sous la protection du président de la République et puisse contribuer valablement, n'est-ce pas, au développement de notre pays sur le plan scientifique, sur le plan social et sur le plan culturel. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a encouragé les sociétaires de cette académie à ne point hésiter à rencontrer les autorités pour expliquer le problème lié au fonctionnement de cette académie. Le 22e sommet des chefs d'État membres de la communauté des États d'Afrique centrale fait désormais partie du passé. Avant de regagner la capitale, Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à ses assises, a assisté à la cérémonie d'inauguration de la route d'Arusha dans le cadre de la facilitation du libre-échange. Pati Tondwango pour le reportage. Pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens et faciliter ainsi des échanges commerciaux entre les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la route périphérique d'Arusha a été inaugurée. Et c'est la marche du 22e sommet ordinaire de l'EAC. Aux côtés des chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la coupure conjointe du ruban symbolique. Longue de 42,4 km, cette infrastructure routière est la matérialisation de la première phase du projet d'intégration et de connectivité des pays membres de cette organisation sous-régionale dans son volet transport terrestre.
La route d'Arusha, ville située au nord de la Tanzanie, doit en principe mener vers les ports de Mombasa au Kenya. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a dans son allocution des circonstances appelé les uns et les autres, mais surtout les Tanzaniens, à préserver cette route d'intérêt commun qui va non seulement décongestionner la ville, mais aussi faciliter les transactions avec d'autres pays frontaliers. Ces projets avaient les jours grâce à l'appui financier de la Banque africaine de développement et de la coopération japonaise par l'entremise de la JICA. Je l'ai dit au sommaire, les travaux de la commission mixte RDC-Rwanda se sont clôturés à Luanda sous la médiation angolaise pour trouver une solution pacifique à la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Selon le communiqué final rendu public, les délégations des deux pays se sont mis d'accord sur la création des conditions de dialogue et consultation politique pour résoudre la crise qui se vit dans la partie est du pays. Doris Mozo, Henri Amaury. Dans la suite du sommet de deux chefs d'État congolais et rwandais sous la médiation angolaise, les deux ministres ayant en charge des affaires étrangères se sont retrouvés à Luanda en Angola pour la suite des échanges. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères congolaise, et Vincent Biruta ont signé un communiqué à la fin de travaux de la commission mixte permanente qui reprend l'essentiel de la démarche. Sur les questions de sécurité, des recommandations ont été faites comme la cessation immédiate des hostilités, le retrait de M23 et l'appel au déploiement rapide de la force régionale dans le cadre du processus de Nairobi. Il faut noter également l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc de vérification des accusations afin de rétablir la confiance mutuelle. Des questions annexes ont aussi fait partie des discussions, notamment sur le commerce. Les deux parties ont convenu de travailler à la facilitation des échanges commerciaux. La prochaine rencontre dans le cadre de cette commission mixte permanente sera convenue de la date et du lieu. Vous le savez, Kinshasa, la capitale, va abriter la 21e session ordinaire de la CEAC. La paix, la sécurité et la résilience des États membres de la CEAC face à la crise économique mondiale. Un sujet débattu au cours du Conseil des ministres qu'a présidé le ministre de l'intégration régionale et président en exercice du Conseil des ministres de la CEAC, Vital Paga, pour le reportage. La communauté économique des États d'Afrique centrale est déterminée à sortir de sa léthargie, d'où la convocation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC, de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements à Kinshasa. Au cours de cette réunion du Conseil des ministres des pays membres, le président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur d'Apiedade, a lancé les maîtres mots, la résilience face à la crise économique mondiale, avant de monter en épingle la paix et la sécurité comme gage du développement. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Mukanzu, président en exercice du Conseil des ministres, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour interpeller la communauté quant à l'agression dont est victime la RDC. République démocratique du Congo, qui subit malheureusement l'agression d'un pays membre de notre communauté. Nous voudrions nous interpeller tous à travailler pour la consolidation des objectifs que nos pères fondateurs de notre communauté s'étaient assignés. L'intégration économique, physique et humaine, de paix, de concorde, de bon voisinage, du bien-être de nos peuples respectifs. Les chefs d'État vont statuer sur les orientations arrêtées par le Conseil des ministres le 25 juillet 2022, date de la clôture de la conférence. Vulgarisation de la circulaire portant instructions relatives à l'élaboration du budget 2023. L'unité budgétaire est déjà à pied d'œuvre depuis ce matin. C'est le vice-ministre du budget, représentant du ministre de tutelle empêché, qui a lancé ses travaux de 2 jours au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement. Ricky Nzouzi, Hermès Bangando étaient présents. Pour mieux élaborer le projet de loi des finances de l'exercice 2023, le ministère du Budget a édicté une circulaire plombée d'instructions. Sa vulgarisation vient d'être lancée au nom du ministre d'État Aimé Bodji Sangara par le vice-ministre du Budget Élisée Bokoumouana Maposo. Il sera question pour l'unité budgétaire d'arrêter
les stratégies nécessaires d'imprégnation de ces directives de manière générale et spécifique. C'est pour un bon encadrement de l'élaboration des prévisions budgétaires de l'exercice 2023 par les services respectifs. C'est dans cette optique que le budget 2023 va s'articuler. Ainsi, en tenant compte de tous ces contextes dans l'élaboration de ce budget 2023, vous devez vous mettre chaque secteur s'aligner au niveau des unités budgétaires sectorielles pour une bonne préparation des prévisions budgétaires dans chaque institution, chaque ministère et service public de l'État. Le ministre d'État, ministre du Budget, qui tient à tout prix au dépôt dans le délai constitutionnel du projet de loi des finances 2023 à l'Assemblée nationale, insiste sur le respect rigoureux de chaque étape pour doter la République démocratique du Congo d'un budget à hauteur de ses ambitions, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise avant toute chose le bien-être social. Je l'ai dit au sommaire, c'est depuis le 7 juillet dernier que la FEC Butembo avait déclenché un mouvement de grève suite à l'insécurité grandissante qui se vit sur la route Beni-Kasindi dans la province du Nord Kivu. Après concertation avec le gouvernement provincial, les opérateurs économiques ont enfin décidé de suspendre la dite grève et reprendre avec leur importation et exportation des marchandises au poste frontalier de la route Beni-Kasindi. Regardez. Pour les exportateurs et importateurs via le poste frontalier de Kasindi au Nord Kivu. La grève déclenchée depuis le 7 juillet dernier par les opérateurs économiques à cause de l'insécurité sur l'axe Kasindi-Beni est levée ce jeudi 21 juillet 2022. C'est parmi les retombées de la réunion entre les membres de la FEC Butembo, ceux de Beni, la société civile de Butembo, le mercredi 20 juillet, présidé par les émissaires du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima. Maître David Kamoura, conseiller principal du gouverneur en charge des finances, a transmis le message de solidarité et de compassion du gouvernement aux opérateurs économiques victimes des incendies de véhicules. Il a aussi indiqué que le gouvernement s'engage à organiser des patrouilles de sécurité. Ensemble de communs accords, d'une manière participative, dans le cadre de la gouvernance des proximités, nous avons décidé de la reprise des activités d'exportation et d'importation de demain. Il y a également les jalonnements sur l'axe Beni-Kasindi, mais aussi l'escorte. Nous pensons que nous serons capables de sécuriser non seulement les chauffeurs, les marchandises, mais également toutes les personnes sur ces axes-là. Après débat, le premier vice-président de la FEC a exhorté les opérateurs économiques de reprendre le travail de ce jeudi. Même son de cloche pour le président provincial de commissionnaire agréé en douane à CAD. Comme la FEC vient de décider d'élever la mesure de la grève, et nous les déclarant, nous allons reprendre notre travail comme d'habitude. Rappelons que la suspension des activités à la douane de Kasindi avait pour objet la sécurisation de la route Kasindi, après beaucoup de cas d'incendie de véhicules par les terroristes de ADF. Le vice-président de la FEC, Butembo, a appelé tous les opérateurs économiques à la reprise de travail à dater de ce jeudi 21 juillet. Le gouvernement provincial promet la prise en charge de convois de véhicules Kasindi-Beni. Et puis, le gouvernement de la République déterminé à soutenir les jeunes entrepreneurs porteurs des projets. L'objectif est de lutter contre le chômage ici en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'un groupe des jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés pour un accompagnement en entrepreneuriat par le Startup Ichango Center à travers l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais. Mireille Ndeke. Sur les 500 jeunes entrepreneurs postulants, seuls 30 porteurs de projets innovants ont été triés sur les volets. Ces désormais Ichangopreneurs bénéficieront d'un encadrement et d'un soutien financier pour poursuivre leurs projets. Parmi eux, 20 incubés appelés Okapi qui bénéficieront d'une formation professionnelle et 10 autres nommés Léopard dont les produits sont déjà sur le marché et qui recevront une formation accélérée pour accroître leur chiffre d'affaires. Le start-up Ichango est à considérer comme l'une des réponses à la vision du président de la République telle qu'exprimée dans les programmes de développement local de 145 territoires. Ainsi, la matérialisation de cette vision passe par un entrepreneuriat encadré à travers des programmes d'accompagnement tels que la Startup Ichango Center,
offrant une gamme complète de services pour répondre à quelques problèmes que connaissent les entrepreneurs congolais. Actuellement, la RDC compte près de 600 000 PME, dont 95% évoluent dans l'informel, une situation qu'il faut impérativement changer. L'implantation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, qui a exprimé sa volonté d'encourager l'entrepreneuriat par les Congolais, particulièrement les jeunes en quête d'emploi dans les secteurs porteurs à valeur ajoutée, notamment l'agriculture, l'innovation et les nouvelles technologies. Les efforts du gouvernement pour développer l'économie du pays par le PME sont reconnus non seulement par les incubateurs, mais aussi par les acteurs eux-mêmes. Personnellement, je suis contente parce que c'était une famille que je voulais intégrer. Déjà, je m'étais préparé en conséquence pour être sélectionné et le résultat a été dit. Je suis dans la cosmétique. L'immense plaisir que j'ai d'être sélectionnée ce soir, c'est que j'aurai la chance de voir mon entreprise aller au-delà des limites. Les 30 lauréats sont passés par un jury rigoureux composé de grands noms du monde économique congolais. Le suivi de leur formation sera assuré par la NADEC à travers l'incubateur Ishango Center sous le patronage du ministère de PME. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est entretenu avec la délégation du consortium démocratie et droits de l'homme conduite par Jonas Tchombela. Les questions liées au processus électoral de 2023 étaient au centre de ces entretiens. Tétis Samba pour le reportage. Cette rencontre entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, avec une délégation du consortium démocratie et droits de l'homme a été centrée autour du travail de la CENI, essentiellement du processus électoral. Nous sommes venus d'abord nous échanger ces informations pour nous mettre à jour sur l'agenda de la CENI. Il y a la cartographie qui est en train de se passer, il y a l'enrôlement qui s'annonce, les innovations qui sont dedans. Tout cela nécessite l'implication de tous. Nous avons pensé autant aller à la source, autoriser, prendre la bonne information, la divulguer au niveau de la communauté, ils aient l'information fiable, au lieu de prendre l'information qui est trafiquée dans des réseaux sociaux ou qui passe des égaux mains. Voilà pourquoi le consortium, dans sa méthodologie, tient toujours à écrire l'information à la source. Pour le coordonnateur national de la NSCC, cette entrevue lui a permis de comprendre plusieurs questions liées à la sécurité, à l'implication de la diaspora, au déroulement de l'enrôlement et à l'obtention des cartes d'identité. Les effets sont visibles dans la fourniture en énergie électrique dans la ville de Kinshasa et ses environs. Les perturbations sont dues à un étiage sévère sur les eaux du fleuve Congo avec pour impact négatif sur les machines des centrales Inga 1 et 2. La SNEL est déjà à pied d'œuvre pour résoudre cette situation. Yvette Makoutima et Cédric Enina. La sécheresse est de retour et la SNEL SA en pâtit. Un étiage sévère s'installe sur le fleuve Congo et ses affluents avec effet immédiat. Les centrales hydroélectriques d'Inga 1 et 2, bientôt en manque d'eau. Les services de communication de la SNEL SA prévient et rassure le fait que tout a été mis en œuvre pour amortir l'incidence dans la fourniture en énergie électrique. Nous avions, pour lutter toujours contre ces intrus qui empêchent à l'eau de venir vers nos groupes en quantité suffisante, nous avons mis des dragues de manière à chasser le sable et avoir un niveau suffisant d'eau. Et puis nous demandons à la population, en fait, il faut que la population comprenne que tout ce qui jette comme déchets, comme saleté sur le fleuve, le terminus, c'est toujours à Inga, parce que là où nous tirons l'eau, il y a une forte pente qui fait que toute la saleté va vers nos machines et de fois nous avons des problèmes pour faire tourner nos groupes à cause de cette saleté. Mais nous voulons attirer l'attention de notre clientèle sur le fait que pendant cette période, comme avec tout ce qu'il y a comme changement sur notre environnement, on va avoir une perturbation, mais la SNEL est en train de tout mettre en œuvre pour qu'on ne puisse pas souffrir davantage et que la population soit servie. Les deux centrales comptent actuellement 12 machines qui tournent à plein régime. Ainsi, pour faire fonctionner ces machines, un besoin pressant d'une bonne quantité d'eau dans les canaux d'amener s'avère nécessaire. La baisse du niveau des eaux pendant la saison sèche aura pour conséquence une réduction drastique de la production et Kinshasa ne sera pas épargnée. Le
constat est positif sur le déroulement des travaux du projet de l'usine de l'ozone dans la commune de Ngalema. Le gros à faire reste le dédouanement du matériel par la Direction générale des douanes et accises. Le ministre des Ressources hydrauliques l'a dit lors de sa visite de suivi sur ce site. Marie Kalong pour le reportage. Le premier module de l'usine de traitement d'eau potable de Ozone est à ce jour exécuté globalement à 82%. Du centre de captage situé sur l'avenue du tourisme à Kinsuka 2 à la pompe de Régé, allongée sur le fleuve Congo jusqu'à l'usine de traitement d'eau située à Ozone, le ministre Olivier Mwenze-Mokaleng a fait un constat positif de l'évolution des travaux. Nous sommes aujourd'hui heureux après cette visite, une visite de suivi, de voir que les choses ont évolué. Il y a eu de très grosses avancées et donc globalement satisfait. Les 110 000 mètres cubes d'eau produits par cette usine seront desservis à la population au mois de décembre de cette année à condition que le délai de dédouanement du matériel soit respecté. Des mesures de précaution ont été données par le ministre Olivier Mwenze. Il y a énormément de matériel pour la finalisation de ce projet qui sont en douane au niveau de Matadi. Et donc, il y a une réunion d'harmonisation entre la DGDA, la cellule fiscale, la CEPO qui va se tenir. J'espère que cette réunion va pouvoir aplanir tous les obstacles pour qu'on puisse avoir ce matériel le plus rapidement possible. Nous avons vraiment l'intention de terminer les ouvrages de la première phase de l'usine d'ozone à la fin de l'année 2022. L'usine de l'ozone, la deuxième en capacité après celle de Ndjili, a la particularité d'avoir des ouvrages compacts et modernes avec des décompteurs laminaires. Le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, le professeur Sandrine Ngaloula, a présidé la réunion du sous-comité technique spécialisé plutôt énergie sur la mise en place de la commission régionale de régulation d'électricité d'Afrique centrale. Ces assises ont débuté dimanche 17 juillet au Fleuve Congo Hotel. Regardez. 3 jours, soit du 17 au 19 juillet 2022, les délégués des différents pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, notamment les responsables de leurs instances de régulation du secteur de l'énergie, ont cogité sous la férule du DG de l'ARE, professeur Sandrine Ngaloula, autour de la mise en place d'un organe régional dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le 19 juillet 2022, après l'ouverture de la session ordinaire du Conseil des ministres du Comité technique et spécialisé de l'énergie par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assilo, professeur Sandrine Ngaloula a lu le rapport des travaux à l'attention des ministres de l'énergie de la CEEAC. Parmi les documents traités lors de la réunion, il y a eu celui relatif au choix du lieu du siège de la COREAC. La partie congolaise a manifesté son intention d'abriter le siège de cette instance régionale de régulation qui est en gestation. Nous avons fait un plaidoyer pour pouvoir obtenir le siège de la COREAC, que le siège se trouve ici à Kinshasa. Selon M. Atade Azarak Mogro, à l'instar des instances de régulation de l'énergie des autres régions, a-t-il affirmé, la COREAC, une fois mise en place, régulera les interconnexions en mettant en commun les efforts de manière à faire bénéficier de l'énergie à certains pays qui n'ont pas d'infrastructure comme le Tchad. À l'initiative du député national Déon Koussou, une délégation de 7 députés nationaux ont échangé avec la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles dans la salle de conférence de l'école des finances à Kinshasa. Les discussions ont porté sur le projet de développement des 145 territoires en République démocratique du Congo. Teti Samba. Une délégation des députés nationaux ressortissants des provinces du Congo central, Maïndombe, Kwilu, Kwango, Équateur, Nord Kivu et Sud Bangui se sont entretenus 2 jours durant avec la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF, l'une des 3 agences qui exécutent le projet de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Ces derniers y sont allés pour s'informer sur le projet de développement des 145 territoires dans les provinces précitées.
À travers une vidéoprojecteur, ils découvrent les maquettes des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs qui constituent la première phase de ce programme. Pour l'honorable Deo Koussou, celui-ci va permettre l'essor de la République démocratique du Congo. Nous venons de clôturer ces 2 jours que nous avons eus pour parler de provinces qui sont encadrées par la CFF, donc les provinces que vous connaissez, le Bandundu, le Congo central, l'Équateur, le nord et le sud du Bangui. Nous avons pris l'initiative de venir voir la CFF. En tout cas, nous sommes très heureux par l'accueil qui nous a été réservé et surtout pour la disponibilité de nos amis qui ont pris tout leur temps pour expliquer le contenu du programme de 145 territoires initié par le président de la République. Ceux qui ont toujours rêvé du développement par la base, ils vont être cette fois-ci servis. La deuxième phase de ce projet concernera les routes des dessertes agricoles, l'électrification et la troisième phase se focalisera sur l'agriculture. Le cancer du col de l'utérus, une des causes de mortalité chez la femme ici en République démocratique du Congo. La Fondation Grâce-Mère, en collaboration avec le centre hospitalier Moncolé, a organisé une campagne de dépistage gratuite. Un reportage de Sandra Nyangui et Diane Balaka. C'est l'une des causes de mortalité chez les femmes en République démocratique du Congo. Le cancer du col utérin ravage les femmes en silence. Pour lutter efficacement contre ce fléau, le médecin recommande le dépistage. Et la Fondation Grâce à ma mère, que dirige Madame Julie Suélé, épouse cette logique. Avec le centre hospitalier Moncolé, les femmes se font dépister et ce gratuitement. Le go a été donné le lundi 18 juillet dernier et l'opération va s'étendre jusqu'au 30 juillet courant. 500 femmes sont attendues et seront reçues par les médecins venus de l'université Navarre en Espagne et ceux de Moncolé dans l'objectif d'exempter la femme congolaise de ce mal qui est le cancer du col utérin. Nous invitons les femmes, venez, n'hésitez pas, la campagne est gratuite. Le dépistage que nous lançons, c'est un dépistage qui est gratuit. Vous n'allez rien payer. Quand on dit rien, c'est rien, même pas $1. Cette opération de dépistage qui sauve de vie ne pouvait laisser indifférentes les bénéficiaires. J'ai dit merci parce qu'en tout cas, moi personnellement, je ne savais pas. Je remercie la Fondation par rapport à cette initiative. Ça nous permet aussi de connaître notre état de santé. Grâce à ma mère, cette association sans but lucratif œuvre pour l'épanouissement social et le développement économique de la femme congolaise. Elle milite aussi pour l'autonomisation financière de la femme. Et cette dernière doit avoir un corps sain pour son réel épanouissement. C'est le lutte de Madame Julie Suélé. Les étudiants de l'Institut facultaire de l'information et de la communication vont avoir leur carte biométrique pour leur identification. Le lancement de ce processus est intervenu ce vendredi au sein de cette alma mater par son recteur Kambaï Boacha. Ce dernier a tenu juste après un point de presse pour éclairer l'opinion sur les prétendues mégestions qui circulent dans les réseaux sociaux. Emmanuela Commissaire, Sienda Emeka. Opération de l'octroi de cartes biométriques 2021-2022. C'est pour la première fois que les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC la reçoivent. Cette carte permettra une meilleure identification des étudiants, mais aussi pour l'accès au BIS Transacademia. Devant les étudiants, corps académique, personnel administratif, le recteur de cette alma mater, le professeur Jean-Richard Kambaï Boacha, a sensibilisé les étudiants à procurer cette carte. Faisant d'une pierre deux coups, le recteur de l'IFASIC a par la suite tenu une conférence de presse. Répondant aux professionnels de médias, Kambaï Boacha a démenti toute spéculation qui circule sur les réseaux sociaux sur sa prétendue mégestion au sein de cet institut. Le recteur et son comité de gestion ont mis fin au désordre. Dans le cadre des conditions de travail, des efforts sont en train d'être faits pour améliorer le cadre de travail. Le recteur Kambaï Boacha a profité pour faire un bilan de ses 100 jours à la tête de l'IFASIC et s'est projeté dans l'avenir. Et puis le corps de l'élite scientifique était en matinée scientifique pour réfléchir sur les problèmes qui touchent la société et proposer pistes de solutions. Alain Bikaï pour le reportage.
Après leur première conférence sur les défis de développement de la RDC, les corps de l'élite scientifique de l'IDPS a repris avec les matinées scientifiques dénommées Sciences au service du peuple. La 8e journée était consacrée aux opportunités qu'offre la langue anglaise pour le développement de la RDC. Selon le professeur Raymond Sangabaou, la République perd beaucoup d'avantages dans plusieurs domaines à cause de cette barrière linguistique susceptible d'ouvrir d'autres horizons au pays. C'est notamment dans la diplomatie, dans l'enseignement et d'autres domaines. Dans son exposé, Sangabao a révélé à l'assistance que le pays perd plus de 3000 bourses américaines par an. Pour ce faire, il propose que l'anglais soit une deuxième langue officielle. Le Parlement puisse adopter une loi qui puisse faire de l'anglais une seconde langue officielle. Et à ce moment-là, ça motiverait beaucoup de Congolais qui parfois n'ont pas une bonne perception de la langue anglaise. Pour les coordonnateurs des 7 structures informées de l'IDPS, l'anglais est une opportunité de développement de la RDC. On a déjà l'anglais depuis les humanités. Qu'est-ce qui fait que quand on sort de l'université, on ne connaît pas l'anglais, il faut aller dans les centres. C'est ça maintenant les systèmes. On doit changer notre système éducationnel. C'est ça aussi, c'est les éléments, la proposition pour voir comment l'anglais peut réellement devenir comme le français, comme une seconde langue officielle. Pour ces scientifiques, le gouvernement doit tout faire pour que l'anglais soit enseigné dans nos écoles. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.